figure, soit pour confirmer le diagnostic qu'on a soulevé facilement, auquel on a pensé cliniquement, soit pour redresser un peu les diagnostics de présomption erronés. Et donc, pour parler de ce sujet, on a tous connu cette subdivision de l'abdomen en 9 régions. Et donc, on va appliquer la même chose pour parler de l'imagerie des urgences abdominales. Alors, bien sûr qu'on ne va pas parler de 9 régions. On va plutôt mettre l'accent sur, on va dire, les 3 points cardinaux dans les urgences abdominales fébriles. Ça veut dire l'hypocondre droit, la fosse iliaque droite, la fosse iliaque gauche, et on va parler aussi des douleurs lombaires et de certaines douleurs diffuses, d'accord, de l'abdomen. Alors, on va commencer d'abord par l'hypocondre droit. Alors, l'hypocondre droit, c'est une région qui est très riche. Pourquoi est-ce qu'il est riche? Parce que c'est une région qui fait un peu la frontière entre ce qui est poumon et ce qui est abdomen. Et donc, quand on a une douleur fébrile de l'hypocondre droit, ça ne veut pas dire systématiquement une douleur hépatique ou une douleur des voies biliaires. Parce que la première chose à laquelle on pense, c'est une cholécystite. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, regardez ici, la coupole avec la base pulmonaire. Donc, une pneumopathie basale, une embolie pulmonaire peut donner une douleur de l'hypocondre droit fébrile. Il y a bien sûr la cholécystite aiguë et toutes les pathologies des voies biliaires, à savoir l'angiocolite et certaines lithiases intrahépatiques. Il y a les pathologies du parenchyme hépatique, les pathologies infectieuses et à leur tête l'abcès hépatique. Puis il y a même cette paroi, cette capsule périhépatique qui peut aussi s'infecter et donner une douleur fébrile de l'hypocondre droit, ce qu'on appelle le syndrome de Fitzhugh-Curtis. Et puis, sans oublier, bien sûr, tout ce qu'il y a comme tube digestif à côté du foie, ça veut dire le deuxième duodénum, par exemple une diverticulite du duodénum, une diverticulite de l'angle droit ou du côlon transverse, une colite segmentaire ou même parfois une appendicite qui est de localisation un peu haute en sous-hépatique. Alors, une douleur de l'hypocondre droit, qu'elle soit fébrile ou pas, c'est une suspicion de cholécystite aiguë en premier. Toute douleur aiguë de l'hypocondre droit, c'est une cholécystite aiguë jusqu'à preuve du contraire. Et quand elle est fébrile, c'est encore plus. Les 2/3 des douleurs de l'hypocondre droit fébrile, c'est une cholécystite aiguë. Et donc, c'est une urgence thérapeutique parce qu'il y a le risque d'évoluer vers une péritonite et vers le choc septique. Le diagnostic est évoqué en général devant la triade douleur de l'hypocondre droit, fièvre et syndrome biologique infectieux. C'est une triade, comme vous venez de voir, qui est peu sensible et peu spécifique parce que cette triade, on peut le trouver dans d'autres pathologies, dans d'autres organes de cet hypocondre droit. Le signe de Murphy, ça veut dire la douleur provoquée à la palpation de l'hypocondre droit, n'est pas pathognomonique parce que aussi on le trouve dans les autres pathologies, dans l'infection péricapsulaire, dans l'abcès hépatique, et ça aussi on peut le trouver. Et donc l'imagerie vient pour donner la certitude diagnostique, dire est-ce qu'il s'agit effectivement d'une cholécystite aiguë ou d'autres pathologies. Donc l'échographie reste vraiment l'examen de première intention devant une douleur de l'hypocondre droit. Même si le scanner maintenant a détrôné l'échographie dans pas mal de pathologies, mais dans l'hypocondre droit, l'échographie garde tout son intérêt. C'est l'examen à faire en première intention. C'est un examen qui a une bonne sensibilité, une bonne spécificité, avec une valeur prédictive positive qui dépasse 90%, avec des signes qu'on voit ici, regardez. C'est ceci-là, l'épaississement de la paroi vésiculaire qui doit être supérieur à 3 mm, la distension de la lumière qui doit dépasser 4 cm, cette distension on mesure sur le diamètre antéro-postérieur, et toujours la paroi, on mesure la paroi antérieure, on ne mesure jamais la paroi postérieure, toujours parce qu'on a cet artefact, cet accolement du duodénum et du tube digestif qui risque de fausser un peu cette mesure. Donc on mesure toujours dans la paroi antérieure. Et puis la présence du lithiase,
c'est aussi une bonne chose à voir. Et le Murphy échographique. Le Murphy échographique, ça veut dire cette douleur au passage de la sonde échographique. Donc, on crée cette douleur au passage de la sonde échographique. C'est la même chose que le Murphy clinique. Alors, il n'y a pas que les cholécystites lithiasiques, il y a aussi les cholécystites alithiasiques. Donc, on a la même chose, sauf qu'on n'a pas de lithiase. D'accord ? Donc, à l'échographie, on fait le diagnostic de la cholécystite aiguë, qu'il soit lithiasique ou alithiasique, mais aussi on voit les voies biliaires intra- et extra-hépatiques. S'il y a une dilatation des voies biliaires extra-hépatiques, là, il faut chercher est-ce qu'il y a un obstacle au niveau de la voie biliaire principale. Donc, on essaye de le chercher par l'échographie. Si ça ne marche pas en échographie, ce n'est pas le scanner qu'il faut demander, c'est une bili-IRM directement. Parce que la particularité des lithiases biliaires, c'est que ce sont des lithiases qui ne sont pas riches en calcium. Et donc, au scanner, on ne les voit pas correctement. Ce sont des lithiases qui sont soit pigmentaires, soit cholestéroliques, mais pas calciques. Et donc, on ne les voit pratiquement pas, que très rarement au scanner. Donc, échographie négative, bili-IRM directement. Alors, je reprends un peu les signes, l'association des signes, l'épaississement de la paroi qui doit dépasser 3 mm. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un signe qui est spécifique. Parce que cet épaississement, on peut le trouver quand on a un acide, quand on a une hypoalbuminémie, qu'on a une hépatite virale aussi. L'hépatite, elle donne cette fausse cholécystite avec l'épaississement de la paroi. Et les autres infections, chlamydia et l'adénomyomatose aussi, donnent cet épaississement de la paroi. Donc, pas tout épaississement de la paroi de la vésicule biliaire est cholécystite. Il y a d'autres pathologies qui peuvent donner. Donc, c'est un signe qui est peu spécifique. Le diamètre transverse qui est supérieur à 4 cm, c'est une distension. D'accord ? Le Murphy échographique, mais attention, quand on a un patient qui a pris un traitement antalgique ou un patient qui est diabétique, on n'a plus les mêmes seuils de douleur. Ça veut dire que le patient ne va pas présenter ce Murphy échographique, et donc ça reste un signe qui n'est pas spécifique non plus. Le calcul, bien sûr, le calcul qui est enclavé, qui n'est pas mobile et qui donne cette distension qui est à l'origine de cette cholécystite, quand on le voit, c'est bien, c'est une valeur diagnostique qui est bonne, mais sachez que parfois il peut s'agir d'une petite lithiase qui est enclavée et qui est un peu noyée dans le sludge et qu'on n'arrive pas à voir. Donc la lithiase n'est pas toujours un signe. Donc c'est l'association de ces signes qui nous permettent de poser le diagnostic. Alors là, je vous donne juste un exemple. Regardez, on a cet aspect qui est épaissi de la paroi, on a la distension, mais c'est une hépatite. Ce n'est pas une cholécystite, c'est une hépatite. Alors, comment on fait la différence? Échographiquement, on ne peut pas faire la différence. Donc, c'est la confrontation au bilan biologique qui nous permet de faire la part des choses. Parce que la cytolyse, on va le trouver dans l'hépatite, mais pas dans la cholécystite aiguë. Alors, on passe à un autre diagnostic de cholécystite. Il y a la cholécystite aiguë simple, mais regardez, à chaque fois où vous avez un problème au niveau de la paroi, vous voyez qu'il y a l'épaississement, mais on voit que ce n'est pas un épaississement habituel, c'est un aspect qui est feuilleté. Regardez, c'est un aspect qui est feuilleté, ou c'est une paroi qui est irrégulière comme ça, ou carrément, au lieu d'avoir comme ça du liquide qui est anéchogène, qui est noir, on a du liquide qui est un peu échogène. Ça, c'est un abcès pariétal. Donc, ces signes-là, ils doivent évoquer une cholécystite gangréneuse. D'accord ? Ce n'est pas une cholécystite aiguë simple, c'est plutôt une cholécystite gangréneuse. Il y a aussi la présence de faux membranes, comme c'est le cas ici, ou carrément un contenu qui est très échogène de la vésicule biliaire, qui est un signe de l'hémorragie intravésiculaire. Donc, les signes, tous ces signes, ils sont retrouvés dans la cholécystite gangréneuse. Et donc, tous ces signes, encore une fois, ils ne sont pas spécifiques. Et donc, pour faire le diagnostic de la cholécystite gangréneuse, c'est le scanner. Et comment? Regardez cette cholécystite simple, d'accord? On voit le rehaussement de la paroi. Alors, dans une
Alors que dans une cholécystite gangréneuse, on n'a pas le rehaussement. On n'a pas le rehaussement. Regardez, la paroi ne se rehausse pas. Il reste hypodense par rapport à une vésicule qui est normale. Donc, c'est le scanner qui permet de faire le diagnostic de la cholécystite gangréneuse. Donc, nous, en échographie, dès qu'on voit qu'il y a un aspect feuilleté, un abcès pariétal, des faux membranes ou une paroi qui est irrégulière et tout, il faut faire le scanner pour faire le diagnostic de la cholécystite gangréneuse. La cholécystite perforée. Alors, la cholécystite perforée, c'est une perforation sur cette inflammation, mais il y a deux types de perforation. Il y a la perforation aiguë et subaiguë. Alors, quelle est la différence entre la perforation aiguë et subaiguë? Justement, regardez, la vésicule biliaire, il a une face qui est inférieure, qui est péritonisée, et une face supérieure, vers le versant hépatique qui n'est pas péritonisé. Et donc, quand la perforation se fait vers le péritoine, c'est une perforation aiguë, ça donne une péritonite biliaire, avec tout le tableau de la péritonite, la contracture dans un contexte infectieux. Et ça, c'est très rare parce que le péritoine joue quand même un rôle de colmater un peu cette perforation. Par contre, ce qui est le plus fréquent, c'est ça, c'est la perforation qui se fait sur le versant hépatique et qui a une clinique qui est trompeuse, qui n'est pas spécifique. Et c'est le scanner vraiment qui permet de dire qu'il s'agit d'une perforation. Sur l'échographie, c'est vrai, on peut voir comme ça des petits défects, mais on n'est pas très sûr. Là, le défect, il est bien visible, avec même la constitution d'un petit abcès qui est périvésiculaire. Mais regardez, sur le scanner, on voit très bien cette perforation qui se fait au niveau du versant hépatique, même minime, on arrive à la voir, et surtout, on arrive à voir les petits abcès qui se forment autour de la vésicule biliaire, au niveau du segment 4 et au niveau du segment 5. Donc, on ne fait pas seulement que le diagnostic de la perforation, mais aussi des complications de cette perforation. Là, à chaque fois, on voit une vésicule pareille. Oui, c'est une cholécystite, d'accord. Il y a un aspect feuilleté. Il y a un petit abcès pariétal. Donc, sachez que c'est une cholécystite qui est gangréneuse, scanner, recherchez la perforation. Il y a une forme piège qui est la cholécystite emphysémateuse. Ça, c'est quand vous avez un tableau typique d'hypocondre, de douleur fébrile de l'hypocondre droit, mais on ne voit pas la vésicule biliaire. Vous demandez au patient, est-ce que vous avez enlevé la vésicule biliaire? Il vous dit non, je ne l'ai pas enlevée. Et à la place de la vésicule biliaire, regardez ce qu'on voit. On voit cet aspect-là, justement parce que c'est une cholécystite emphysémateuse. Il y a du gaz, il y a de l'air qui amarre un peu la vue et donc on ne voit plus la vésicule biliaire. C'est le scanner qui pose le diagnostic. Regardez, on voit très bien l'air à l'intérieur de la vésicule, mais surtout au niveau de la paroi. Donc, on a fini un peu avec la cholécystite d'une manière un peu générale et rapide. Et puis, on passe à l'angiocolite. L'angiocolite, là, ce n'est pas un diagnostic radiologique. C'est un diagnostic clinique. D'accord? C'est souvent une migration d'un calcul dans le cholédogue et dans la fièvre, la douleur, dans l'ictère, parce qu'il y a cet obstacle, peut évoluer vers le choc septique et le bilan biologique, on va trouver un syndrome de cholestase avec un syndrome inflammatoire. Et donc, quel est l'intérêt de l'imagerie dans ce cas? Justement, c'est de voir quel est cet obstacle, de voir l'étiologie de cette angiocolite. Ce n'est pas de poser le diagnostic, de voir l'étiologie de cette angiocolite. Et donc, l'étiologie est souvent une lithiase qui a migré, d'accord, qu'il faut la chercher au niveau de la voie biliaire principale. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si on ne voit pas en échographie, il faut aller directement faire la bili-IRM sans passer par la case scanner. Regardez, c'est vraiment une grosse lithiase et pourtant on n'arrive pas à la voir au scanner justement parce qu'il n'est pas dense, il n'est pas calcique. On passe à la pathologie un peu hépatique, l'abcès hépatique. Alors l'abcès hépatique, c'est un grand problème quand il s'agit d'un abcès qui vient de débuter. On a la symptomatologie, on a la douleur, on a la fièvre, on a tout ce qu'il faut pour poser le diagnostic, mais quand on fait l'échographie, il y a la vésicule qui est normale, et au niveau du parenchyme hépatique, on voit pratiquement plus rien ou juste une petite plage discrètement hyperéchogène. Ceux qui ne sont pas habitués vont dire que le foie est normal, mais
c'est une plage qui est discrètement un peu hyperéchogène par rapport au reste du parenchyme hépatique. Donc quand vous avez cette plage qui est hyperéchogène dans un tableau de douleur fébrile de l'hippocondre droit, pensez à l'abcès et posez le diagnostic de l'abcès et demandez un scanner. D'accord? Donc regardez là, on va dire pratiquement que c'est une échographie normale, mais il y a une petite plage discrètement hyperéchogène. Et regardez l'évolution. On voit maintenant l'apparition du vrai abcès de la collection comme on connaît. Et là, sur le scanner, on a cette formation, d'accord, qui est hypodense avec la coque, qui est bien visible, qui prend le contraste. D'accord? Quand il s'agit d'un abcès monoloculaire, ça ne pose pas de problème. Côté diagnostic, c'est facile. Hein? Ça ne pose pas de problème. Mais quand on a un abcès qui est multiloculaire, là, les choses se compliquent. Et donc, quand on a, par exemple, un problème pareil, quand on a un abcès comme ça qui est multiloculaire, même à l'IRM, on n'arrive pas à poser le diagnostic, il faut se fier à ce signe qui est l'hyperartérialisation du parenchyme qui est autour. Alors, du fait de l'infection et de l'inflammation, on a des chaînes artérielles qui se forment et on a toujours cette hyperartérialisation du parenchyme qui est autour de l'abcès. Ça, c'est un signe qui est très, très important, qui nous permet de dire qu'il s'agit plutôt d'un abcès. D'accord ? Alors, il ne faut pas que poser le diagnostic de l'abcès en radiologie, mais si l'abcès est supérieur à 5 cm, il faut le drainer, il faut prélever, il faut ponctionner, prélever pour une étude cytologique et bactériologique. Il faut drainer en posant un drain, soit éco-guidé ou scanner-guidé, et biopsier la coque. Il faut biopsier cette coque. Pourquoi? Parce que souvent, on se trouve des fois dans des tableaux où on a l'abcès, on draine, on fait le prélèvement pour l'étude, il revient négatif. Donc c'est la coque qui permet de vraiment étudier de quoi il s'agit exactement comme abcès. D'accord? Et surtout par exemple de la tuberculose, si vous ne faites pas, puisqu'il s'agit d'une nécrose caséeuse à l'intérieur, même si vous prélevez correctement, vous aurez un examen qui est négatif, même la culture reviendra négative. Et donc, la biopsie de la coque, c'est elle qui permet de faire le diagnostic. Et cette biopsie de la coque permet de redresser plusieurs diagnostics. Regardez, par exemple, là, on voit, c'est un tableau d'hypocondre, de douleur fébrile de l'hypocondre droit. On voit cet aspect ici en échographie. Hein, on dit que c'est un abcès débutant. Au scanner, oui. À l'IRM aussi. Et puis, on a prélevé. On a fait le drainage, on a commencé l'antibiothérapie, l'abcès ne part pas. Et c'est la biopsie de la coque qui nous a permis de dire qu'il s'agit plutôt d'un CHC, d'un hépatocarcinome. Et justement, une tumeur, hépatocarcinome ou un adénome peuvent très bien se surinfecter et donner l'aspect d'un abcès qui est trompeur. Donc quand vous drainez, quand vous pensez drainer, il faut toujours aller... Il faut prélever, drainer, d'accord, mais ce n'est pas tout. Il faut toujours biopsier la coque. C'est très, très facile. Ça se fait en un clin d'œil. Ça ne pose pas de problème. D'accord? Quand on est devant, à l'échographie, quand on est devant une vésicule normale et que le patient est fébrile, il faut penser aux autres étiologies qu'on a vues tout à l'heure, à regarder ici à une appendicite qui est sous-hépatique, à une colite ici diverticulaire du côlon transverse ou de l'angle droit. Ici, on voit c'est une tumeur hein, qui est perforée de l'angle droit. Et puis ici, c'est une diverticulite duodénale, bien sûr, sans oublier la pneumopathie. Donc, c'est vraiment, il y a une panoplie de diagnostics. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que quand vous avez une douleur fébrile de l'hypocondre droit, d'abord pensez à la cholécystite aiguë, puisque c'est les 2 tiers des étiologies de cette douleur. Il faut faire l'échographie, qui reste l'examen de première intention. Le scanner, il faut le réserver pour tout ce qui est forme compliquée ou douteuse, ou en cas d'échographie normale pour rechercher les autres étiologies. Voilà, il faut toujours penser aux autres diagnostics qui sont non biliaires. Alors, maintenant, on a fini avec l'hypocondre droit. On passe à la fosse iliaque droite.
De la même façon, fosse iliaque droite fébrile, c'est une appendicite jusqu'à preuve du contraire, d'accord? C'est une appendicite jusqu'à preuve du contraire. L'association de douleur, défense du point de McBurney, la fébricule, c'est 37,8, 38, ce n'est jamais 39,40. Hein. Si c'est 39,40, c'est compliqué. Voilà. Et le syndrome biologique infectieux, ça reste quand même non spécifique. C'est une spécificité de 73%, c'est-à-dire 27% de ces tableaux cliniques ne sont pas une appendicite et ne nécessitent pas une chirurgie. Et donc la chirurgie ici inutile, voire une cause de morbidité. Donc là, l'imagerie est recommandée. Je vous montre là, c'est juste une image un peu historique que les chirurgiens connaissent. C'est le chirurgien Léonid Rogozov qui était affecté à une base antarctique, base soviétique à l'Antarctique, et qui prenait en charge la santé de l'équipage. C'était le seul médecin qui prenait en charge la santé de l'équipage et qui faisait en pleine tempête de neige un tableau de douleur fébrile de la fosse iliaque droite, d'accord, et qui était une appendicite. Elle a pris des antibiotiques, ça n'a pas marché, son état se dégradait. Et il n'avait pas le choix que s'opérer lui-même. C'était le premier chirurgien qui s'est opéré lui-même. Hein. Regardez, l'opération a pris environ 1h40, alors qu'en général, ça prend même pas 15 minutes, d'accord? Mais c'est normal. Hein. Et puis, il s'en est bien sorti à la fin. C'est juste anecdotique, mais pour vous dire que s'il faut y aller, il faut y aller parce que c'est une urgence, parce qu'il y a une gravité, il y a le risque de choc septique et la péritonite que vous connaissez tous. L'échographie, là aussi, reste l'examen de première intention. L'échographie, toujours. Hein. Là, le scanner n'a pas pu détrôner l'échographie dans cet endroit-là. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Comme pour la cholécystite, c'est aussi un appendice qui est distendu, 6 mm dans le diamètre, toujours antéro-postérieur. Et c'est une paroi qui fait plus de 3 mm. C'est un appendice qui n'est pas comprime, hein, il n'est pas compressible, hein, même si on comprime correctement, ça reste vraiment comme ça, non compressible, et il y a une douleur, c'est le McBurney échographique aussi, de la même façon que le McBurney clinique, et il y a un signe qui est vraiment très 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 bien, même parce que des fois on se fie un peu à 6 mm, à 3 mm, ça reste des mensurations qui sont variables. On peut trouver des appendices tout à fait normaux qui ont un diamètre de 6 mm et une paroi à 3 mm, mais l'infiltration de la graisse qui est autour de l'appendice, ça, c'est un signe qui ne trompe jamais. D'accord? Donc, il faut juste avoir l'habitude de le chercher. Je vous montre rapidement. Regardez ici la graisse, comment il est hyperéchogène, d'accord? Alors que normalement, il doit être comme ça. Vous voyez, il doit être un peu noir, et là, il est hyperéchogène. Et cette infiltration de la graisse, elle a une valeur localisatrice importante dans plusieurs pathologies, pas que l'appendice, la diverticulite, dans d'autres pathologies. Je vous dis une astuce, c'est que dans le scanner, nous par exemple, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on fait le scanner comme ça, on voit où est-ce qu'il y a l'infiltration de la graisse. Là où il y a l'infiltration de la graisse, je cherche. Et c'est là où on trouve fréquemment l'étiologie du problème. Donc ça, c'est un signe qui est important, qu'on ne dit pas souvent, hein, malheureusement, d'accord? Et puis la présence du stercolite, ça, c'est pathognomonique, ça pose pas de problème. L'échographie n'a pas seulement le but d'évoquer le diagnostic, de poser le diagnostic de l'appendicite, mais surtout de faire le diagnostic différentiel avec les pathologies gynécologiques chez la femme. Chez la femme, ça, c'est le principal diagnostic différentiel, c'est vraiment les pathologies gynécologiques que je ne vais pas aborder. Hein. Ok, bon. Voilà, je vous remontre toujours cette infiltration de la graisse, il faut la retenir parce que c'est vraiment très important. Même parfois, on n'arrive pas à voir l'appendice, mais on voit cette infiltration de la graisse. Regardez comment c'est. Il ne faut pas l'oublier, il faut le coller vraiment dans la tête parce que c'est très, très, très important pour faire le diagnostic de l'appendicite. Et on peut avoir ça, on peut avoir des petits ganglions. Des ganglions voilà, des ganglions un peu nombreux, c'est des ganglions qui sont réactionnels. Mais attention, si vous avez des ganglions qui sont multiples comme ça, très nombreux,
qui dépasse 5 mm de petit axe, parce qu'il faut toujours prendre le petit axe, jamais le grand axe, parce que le ganglion d'habitude, il est ovale. Si vous prenez le grand axe, vous aurez toujours des mensurations qui dépassent 1 cm. Toujours mesurer le ganglion dans le petit axe. C'est vraiment les mensurations qu'il faut. Alors si vous avez ça, ça veut dire des ganglions qui sont multiples, qui dépassent 5 mm, et vous ne voyez pas d'appendice ou l'appendice est normal, là, il faut penser à l'adénolymphyte mésentérique. C'est vraiment le diagnostic différentiel, on va dire digestif, hein, de l'appendicite. Et ça, on le trouve surtout chez les enfants, ou en post-vaccinal, ou en post-infection virale. C'est une réaction aussi qui se fait, ça s'appelle l'adénolymphyte mésentérique. Les ganglions doivent être nombreux, le petit axe supérieur à 5 mm, et sans atteinte digestive de voisinage pour porter ce diagnostic. Bien sûr, on va avoir toute la panoplie, ça veut dire la douleur de la fosse iliaque droite qui est fébrile avec un syndrome biologique infectieux. Tout ce qu'il faut pour poser le diagnostic d'une appendicite, sauf que l'appendice est normal. D'accord ? Ou on peut avoir ce cas. Regardez ce qui se passe. Oui, on a une très belle appendicite. Voilà, il y a la distension, il y a l'œdème pariétal, il y a l'aspect oncocarde, il y a l'infiltration de la graisse, tout ce qu'il faut. Il y a même quelques adénopathies, d'accord, mais qui sont que 2, ça va. Et puis regardez ce qu'on a. Ça, c'est quoi? C'est la dernière anse iliale, d'accord, voilà. C'est la dernière anse iliale qui est épaissie avec l'œdème pariétal. Et là, si vous avez une appendicite avec une atteinte autre, que ce soit ilialo-sécale, il faut penser aux maladies inflammatoires chroniques, que ce soit Crohn, tuberculose et le reste. Juste pour faire, ça veut dire que quand vous faites, c'est vrai, là, le problème qui se pose, c'est que quand on a cette image d'appendicite, là, ah oui, c'est une appendicite, on s'arrête, on est content, on est bien. Oui, je vais faire le diagnostic, je vais faire un peu le tableau de l'appendicite, je vais voir où est la base d'implantation, où est-ce qu'elle va. Je fais le diagnostic de l'appendicite et j'oublie un peu ce qu'il y a autour. Il faut toujours avoir un coup d'œil sur le sécom, sur la dernière anse iliale, pour bien sûr ne pas passer à côté des diagnostics différentiels, parce que les MICI, ce n'est pas un traitement chirurgical, c'est un traitement médicamenteux. Si vous ouvrez, c'est une morbidité et c'est comme vous donnez un coup de fouet pour la maladie inflammatoire. Donc il ne faut pas opérer. Alors bien sûr, oui, l'appendicite, c'est bien de faire le diagnostic, mais pour le chirurgien, il ne suffit pas de dire appendicite aiguë, point, par exemple, simple. Non, ce n'est pas suffisant pour le chirurgien. Le chirurgien, il veut où est-ce qu'il est implanté, cet appendice. Est-ce qu'il est implanté normalement? Est-ce qu'il n'est pas situé? Est-ce qu'il est rétrocécal? Et où est le trajet de cet appendice? Où est-ce qu'elle finit, cet appendice? C'est obligatoire. Parce qu'on a de longs appendices qui ont une situation qui est un peu mésentérique, des situations qui sont un peu pelviennes. Et là, vous dites au chirurgien, attention, c'est un long appendice, il va jusqu'au pelvis, votre petit McBurney ne suffira pas, ou il faut le faire un peu plus bas, d'accord? Donc, vous donnez plus de renseignements au chirurgien, et vous êtes encore plus utile pour les chirurgiens au lieu de dire juste appendicite, juste le diagnostic d'appendicite. Donc, l'échographie est suffisante, hein? Suffisante pour le diagnostic d'appendicite chez un sujet jeune, bien sûr. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de poser le diagnostic d'appendicite, il faut préciser tout ce qu'on vient de dire, mais aussi de dire est-ce qu'il y a des complications ou pas, et de préciser quel type de complications. Est-ce que c'est un phlegmon? Est-ce que c'est un abcès? Est-ce que c'est un plastron? Parce que les conduites diffèrent selon ce que vous dites à votre chirurgien. Regardez, là par exemple, on voit une appendicite phlegmoneuse. Regardez, c'est tout ça, tout ce qu'on voit ici, c'est la paroi. C'est la paroi qui est très, très, très épaissie. C'est une distension qui est faite plus de parois que de la lumière. Et ça, c'est une appendicite, c'est un phlegmon. Ça, c'est un phlegmon. Et là, regardez, c'est un abcès. Hein, et au scanner, on voit mieux l'abcès, on arrive à le mesurer dans les 3 dimensions. C'est pas comme l'échographie, on ne sait pas quel est le grand axe, ça dépend de l'échographiste, est-ce qu'il est habitué à le faire ou pas. Donc là, les recommandations, c'est une appendicite simple, échographie,
une appendicite compliquée, il vaut mieux faire le scanner pour avoir une aisance à poser le diagnostic, même pour mesurer l'abcès, dire est-ce qu'il dépasse 3 cm ou pas, parce que c'est différent. Et bien sûr, s'il y a un plastron, ça, en général, en échographie, on ne va pas voir l'appendice, mais on va voir des anses un peu qui sont accolées, qui sont apéristaltiques, d'accord? On tient l'échographie, on tient la sonde pendant un moment, on voit que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. Et surtout, cette infiltration de la graisse qui est vraiment un élément très important. D'accord? Le sujet âgé. Chaque fois où vous avez un sujet âgé qui a une appendicite, vous dites attention, ce n'est pas l'appendicite qu'on connaît tous. Hein. Il faut chercher qu'est-ce qu'il y a à l'origine de cette appendicite. C'est pour ça que chez le sujet âgé, c'est le scanner qu'il faut, jamais l'échographie. Oui, vous allez voir l'appendicite, d'accord, vous allez poser le diagnostic de l'appendicite, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que votre chirurgien va opérer, il va se trouver nez à nez devant une tumeur, d'accord? Et une tumeur, il n'a pas le bilan d'extension, il ne sait même pas comment la gérer sur le champ, c'est toujours compliqué, d'accord? Donc le sujet âgé, l'appendicite du sujet âgé, c'est d'abord une tumeur sécale. Pensez à ça toujours. Ou une diverticulite sigmoïdienne avec le sigmoïde qui a une boucle qui va jusqu'au du côté droit. Ça, on le voit souvent. Les boucles qui sont très énormes et qui vont jusqu'au niveau de la fosse iliaque droite. Ou parfois c'est une colite. Donc chez le sujet âgé, ce n'est jamais pas jamais, mais souvent c'est une appendicite secondaire à quelque chose d'autre. D'accord? Donc c'est pour ça que le sujet âgé, il faut demander le scanner. Il ne faut pas s'amuser à faire l'échographie. Oui, c'est bien, appendicite, d'accord, mais cherchez sur quoi elle est née cette appendicite. D'accord? Le sujet obèse. Même si vous faites l'échographie tous les jours avec toute l'expérience du monde, si vous avez un sujet obèse avec un panicule adipeux comme ça, eh ben, votre échographie ne pourra pas voir correctement. Hein, ça, c'est du service. Hein, et donc, on peut pas voir cette appendicite. Et en général, c'est l'indication aussi au scanner. Il faut pas ça, hein, ça vous allez vous faire mal à l'épaule. Hein, on fait souvent ça, hein, les tendinites de l'épaule chez les radiologues. Mais là, il faut demander un scanner. Donc, regardez, l'appendicite, la douleur fébrile de l'hypocondre droit, échographie, enfant, femme jeune, symptomatologie qui a moins de 24 heures. Ça stipule que c'est quelque chose de simple. Dès qu'on est dans une symptomatologie qui évolue plus de 24 heures, ça veut dire que c'est une appendicite compliquée, un âge qui est supérieur à 45 ans, une surcharge pondérale, la femme jeune avec l'échographie négative, il ne faut pas s'amuser à faire que l'échographie, mais demander le scanner pour toutes les raisons qu'on vient de voir tout à l'heure. D'accord? On passe à la fosse iliaque gauche, là. La fosse iliaque gauche, ce n'est plus l'échographie, hein. Ça y est, c'est fini, c'est le scanner. Pourquoi? Parce que justement, on suspecte une diverticulite sigmoïdienne. C'est la cause la plus fréquente des syndromes douloureux de la fosse iliaque gauche chez le sujet, plus de 50 ans en général, donc avec les complications locales, type abcès, sténose, fistule, et les complications générales, d'accord? Donc tout patient qui présente une douleur de la fosse iliaque gauche avec une fièvre, avec un syndrome biologique infectieux, c'est une diverticulite sigmoïdienne. Et là, c'est le scanner. L'imagerie est toujours indiquée là. C'est le scanner non seulement pour prouver le diagnostic, mais surtout pour rechercher les complications, pour éliminer les autres diagnostics différentiels aussi. Et donc, les recommandations, c'est le scanner dans les 24 premières heures. D'accord? Et donc, le diagnostic, regardez, comme on voit là, cette image scanographique. Là, regardez, on voit le côlon gauche au centre. Là, c'est un diverticule, d'accord? On voit cette image-là qui est aérique, qui est accolée à la paroi, mais c'est un diverticule qui n'est pas compliqué. Ce n'est pas une diverticulite, c'est un diverticule sigmoïdien simple. Là, c'est un diverticule compliqué. Comment on le sait? D'abord, on a l'épaississement de la paroi. Regardez, cette paroi ne ressemble pas à celle-là, d'accord? Et puis, on a l'infiltration de la graisse.
C'est toujours cette infiltration de la graisse qui revient, qui est une réaction inflammatoire qui se fait au niveau de la graisse. Donc c'est vraiment les signes de la diverticulite sigmoïdienne, ça veut dire qu'il y a cet épaississement de la paroi et l'infiltration de la graisse autour. Bien sûr, si on cherche encore plus, il faut trouver est-ce qu'il y a un abcès à côté, est-ce qu'il y a une fistulisation qui se fait, est-ce qu'il y a un épanchement péritonéal. Ça veut dire évoquer la diverticulite sigmoïdienne, poser le diagnostic de la diverticulite, mais surtout aussi des complications que le chirurgien doit gérer. Parce qu'une diverticulite simple n'est pas une indication à la chirurgie. En général, c'est un traitement médicamenteux pour refroidir, d'accord? Mais les autres complications, c'est une indication à la chirurgie. Donc, on fait la part des choses. Rapidement, la douleur de la fosse iliaque gauche. Quand est-ce qu'on fait l'échographie? Bien sûr, chez une femme jeune. Une femme jeune, on ne pense pas à la diverticulite sigmoïdienne, on pense aux problèmes gynécologiques, hein, qu'on ne va pas aborder, d'accord? Et donc, c'est la femme enceinte, la femme jeune, il faut faire l'échographie en premier. Il faut d'abord éliminer un problème gynécologique, d'accord? Mais sachez, fosse iliaque, gauche, adulte, jeune, un homme ou un adulte qui dépasse 50 ans, pensez à la diverticulite sigmoïdienne en premier, demandez directement au scanner. Femme jeune, femme enceinte, échographie en premier pour éliminer d'abord les problèmes gynécologiques et après, par la suite, on peut demander le scanner à la recherche d'autres étiologies. La douleur lombaire fébrile, ben, alors il faut penser à la pyélonéphrite aiguë. Et là il n'y a pas d'imagerie. Hein. Quand on a une douleur lombaire fébrile aiguë, il n'y a pas d'imagerie à demander. Ça veut dire qu'on demande de l'ECBU, d'accord, et le bilan biologique, mais pas l'imagerie dans les premières 48 heures. Jamais. Ça veut dire qu'on demande l'ECBU, on démarre l'antibiothérapie. Il n'y a pas une indication à l'imagerie. Quand est-ce qu'on demande l'imagerie? Alors l'imagerie, il est demandé quand on a un terrain à risque, un diabétique, un insuffisant rénal, un malade qui a un rein unique ou un sujet âgé qui dépasse 65 ans. Là, on demande l'imagerie. Pourquoi? Parce qu'on recherche un obstacle. On n'est plus dans la pyélonéphrite infectieuse qui vient parfois basse et qui a et les bactéries qui remontent le long du tractus urinaire. Non, on est dans une pathologie, on craint plutôt un obstacle sur les voies urinaires. Et donc le but là, c'est de lever l'obstacle. Donc l'imagerie, quand est-ce qu'il est demandé? Quand on a un terrain à risque ou quand on a une évolution qui dépasse 48 heures. Là, il faut demander une imagerie. Et l'imagerie, c'est quoi? C'est pas l'UIV. L'UIV n'est plus demandé, il n'a plus d'indication. Il n'a plus d'indication. Le scanner a complètement détrôné l'UIV, il ne faut plus en parler. Il ne faut plus en parler puisque c'est irradiant, il y a beaucoup d'injections de produits de contraste, beaucoup d'irradiation plus que le scanner. Ça ne sert absolument à rien. On n'a pas une idée sur la morphologie et le périrénal, alors que le scanner, il peut nous donner tout ce que l'UV donne avec plus d'informations sur le périrénal et la morphologie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut demander quand on dépasse 48 heures ou quand on est dans un terrain à risque? C'est le couple AUSP-échographie. Parce que le but, c'est de rechercher la lithiase ou l'obstacle, quelle que soit la nature de cet obstacle, tumoral, lithiasique ou autre. Et le scanner n'est demandé qu'en cas d'échographie douteuse quand on n'arrive pas à trouver l'obstacle. Donc là, la pyélonéphrite, juste pour vous montrer un peu cette image typique de pyélonéphrite. Ok. L'image typique de pyélonéphrite, c'est une hypodensité qui est triangulaire et qui a un sommet qui est hilaire et une base qui est triangulaire. Une base qui est corticale, pardon. C'est l'image typique de la pyélonéphrite. Alors, voilà. On voit cette hypodensité ici, regardez, sous forme de triangle, avec ce sommet qui est hilaire et cette large base qui est corticale, qui est typique de pyélonéphrite. Et souvent, on a un gros rein. Quand on a le rein pyélonéphritique, il est un peu plus gros. Le rein pyélonéphritique aigu, bien sûr, pas le chronique, il est petit. Alors que le pyélonéphritique aigu, il est c'est plutôt un gros rein. On arrive au dernier chapitre qui est les douleurs abdominales diffuses, fébriles, qui sont souvent accompagnées d'une diarrhée profuse. Et là, il faut penser à la colite. Alors la colite, soit il est fait sur un terrain qui est immunocompétent,
et dans ce cas, on pense à la colite bactérienne, à Escherichia coli, soit c'est un tableau qui se fait sur un terrain qui est immunodéprimé ou une personne qui est diabétique. Et là, il faut penser à la colite virale, au parasitaire, mycotique, parfois à la colite toxique. Et donc là aussi, ce n'est pas une indication à l'échographie. Quand on a une douleur abdominale diffuse, fébrile, avec une diarrhée profuse, il faut chercher la colite par le scanner. Donc regardez, le scanner, il montre ça. Cette atteinte qui est pancolique, ça veut dire tout le côlon est atteint et on a cet épaississement avec l'œdème sous-muqueux, cet œdème sous-muqueux qui est hypodense là, l'œdème sous-muqueux, avec souvent la lumière colique qui est vide parce qu'il y a une bâcle diarrhéique et donc souvent on n'a plus même pas des bulles d'air, il y a cette lumière colique qui est vide, d'accord? Et quand il s'agit d'un terrain immunocompétent, d'une colite bactérienne, on ne trouve pas de réaction péritoniale ou très peu de réaction péritonienne. Même si vous trouvez l'épanchement, c'est un discret épanchement péritonial. Or, chez le sujet immunodéprimé, il y a de l'épanchement péritonial. C'est ce qui fait la différence en fait. Quand vous avez de l'épanchement péritonial, vous pensez toujours à une colite qui n'est pas bactérienne, qui est un peu plus agressive, ou que le terrain, même si par exemple le patient n'est pas connu diabétique ou n'est pas connu VIH par exemple, si vous trouvez ça, attention, il faut faire le bilan pour voir est-ce que ce patient est vraiment immunocompétent ou pas, est-ce qu'il n'est pas diabétique, est-ce qu'il n'est pas VIH, est-ce qu'il n'a pas d'autres choses qui peuvent donner ce tableau. Et là, cet aspect, regardez, typique, là, regardez la lumière qui est vide, on trouve quelques petites bulles là, et toujours l'aspect qui est épaissi de la paroi avec l'œdème sous-muqueux, et ça fait comme l'accordéon. Hein, le signe de l'accordéon. On a le côlon, le cadre colique comme un accordéon. Et regardez ici, on trouve l'épanchement péritonial, là. Et c'est un épanchement péritonial qui n'est pas minime. Hein. On le trouve dans la gouttière pariétocolique gauche, droite, dans le douglas, même ici en périhépatique. Donc on a une interrance ici, regardez. Donc là, il faut se dire, ce malade-là, il est immunodéprimé, il faut chercher ce qu'il a exactement. D'accord ? Et là, le dernier cas, c'est le mégacolon toxique. Alors là, c'est une ectasie qui dépasse 6 cm. Vous voyez là, ça dépasse 6 cm. On ne voit plus d'ostration colique. Hein. Il est effacé, la paroi est presque virtuelle. Hein. Il n'y a pas d'ostration, d'accord. Il y a parfois, on peut trouver des polypes des fois, mais pas d'ostration colique, d'accord. Des polypes, quand on a la rectocolite hémorragique, on peut le trouver. Et on trouve bien sûr l'épanchement péritonial. Ça, c'est typiquement le mégacolon toxique. Donc, devant une douleur abdominale fébrile, écho ou scanner, si on résume, douleur de l'hypocondre droit fébrile, échographie, on ne fait le scanner que quand il y a des formes un peu compliquées, d'accord. Devant la fosse iliaque droite fébrile, toujours échographie, le scanner devant les cas compliqués, devant le sujet âgé, toujours le sujet âgé, il faut toujours le faire, d'accord. Et puis la fosse iliaque gauche, scanner en premier, sauf s'il s'agit d'une jeune femme. Là, il faut éliminer les pathologies gynécologiques. Puis la douleur lombaire fébrile, on a vu quand c'est aigu, quand c'est les premières 48 heures, pas d'imagerie, ECBU démarrer l'antibiothérapie, s'il dépasse 48 heures ou si on a un terrain à risque, là, il faut faire le couple AUSP échographie à la recherche d'un obstacle pour lever l'obstacle. D'accord. Et puis, il nous reste les douleurs abdominales diffuses, fébriles, avec la diarrhée profuse. Il faut demander le scanner directement à la recherche d'une colite. Et quand on voit la colite, il faut simple bactérienne ou c'est une colite qui est un peu dangereuse, d'accord, par la recherche de l'épanchement péritonial, de cette réaction péritoniale, sans oublier les signes de gravité dans un mégacolon toxique comme on vient de le voir. Voilà, je vous remercie. Voilà.